cours de 11.04, les concepts de programmation. Je vais parler en français dans ce cours. Par contre, tous les slides seront en anglais. J'espère que ça ne dérange pas. Avant de commencer, quelques secondes de respect pour les Ukrainiens qui se battent pour leur et notre liberté. Merci. Donc, le contexte de ce cours, ceci est une suite du cours 14.02 que vous avez vu en juin. Vous avez programmé avec Java, un langage extrêmement limité, vous allez voir ça. Et la programmation anti-objet, vous avez vu plein de choses. Le budget de logiciel, les algorithmes, les structures de données, un tout petit peu sur la programmation concurrente. Dans ce cours, le but, c'est d'élargir beaucoup votre vue de la programmation. On va voir les différents paradigmes de programmation. On va utiliser un langage multiparadigme, principalement le langage OS, mais on va aussi utiliser le langage Erlang. Je vais vous donner une sémantique formelle de tout ce qu'on voit. En Q1, vous n'avez pas vu de sémantique formelle. Et quand même, on est dans une université, donc on va vous montrer exactement comment tout marche, y compris ce qu'on appelle le langue de calcul. C'est la base de tous les langages de programmation. On va voir la programmation ordre supérieur, higher order. On va voir tous les concepts d'abstraction. Les objets ne sont qu'un aspect de ça, il y en a beaucoup plus. On va voir la programmation symbolique, la programmation concurrente, data flow, multi-agent, et le langage Erlang, qui est un très bon exemple de programmation multi-agent. Chaque semaine, je vais faire des vidéos. Monsieur le caméraman, tout marche bien? Ouais, ça marche. Ok, parfait. Donc l'idée, c'est que, en fait, je ferai des vidéos que je mettrai sur YouTube, mais ce ne sera pas instantané, parce que c'est des très gros fichiers. Mais tôt ou tard, chaque cours, en principe, va apparaître sur YouTube. Comme ça, vous pouvez me retrouver là et me faire parler plus vite ou plus lentement. Ok, aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. D'abord, je vais motiver le cours en parlant de paradigme. Deuxièmement, je vais parler de l'organisation du cours. Comment est-ce que vous allez tous devenir des vrais connaisseurs de la programmation? Et après, je vais commencer le cours avec des concepts de base, avec la programmation fonctionnelle, c'est le paradigme de base, et avec ce qu'on appelle la programmation par invariant, ce qui est la bonne manière pour faire des boucles dans tous les paradigmes. Ok, c'est ça, comme ça on va organiser. Je vais commencer par une introduction un peu philosophique, un peu de motivation, qui dirige la structure de tout le cours. En fait, le cours est conçu pour vous montrer le maximum de concepts avec un minimum de temps. Donc, chaque semaine, on va voir de nouvelles choses. D'abord, je vais vous parler des paradigmes. Et donc, il est clair, d'abord, dans le monde de l'informatique, il y a des centaines, si vous voyez la liste des langages les plus populaires, ça c'est juste quelques exemples. Je mets les langages avec les meilleurs logos, je les mets là. Centaines de langages qui sont utilisés partout. En principe, un informaticien doit comprendre tout ça, mais c'est difficile d'apprendre, d'enseigner des centaines. Alors, comment on peut comprendre tout ça? Ça, c'est une question qui m'a préoccupé depuis très longtemps. Comment est-ce que ça marche? Comment sont conçus les langages de programmation? Donc, à gauche, vous voyez les langages, il y en a plein. Chaque boîte, c'est un langage. Mais en fait, c'est un peu une illusion, toute cette diversité. Le nombre de paradigmes, et je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, le nombre de façons de programmer l'ordinateur
est beaucoup plus restreint. Ça, c'est la ligne au milieu. Le nombre de boîtes là est plus petit. Et chaque paradigme contient un certain nombre de concepts de programmation. La concurrence, les procédures, les enregistrements, records, etc. Et donc, on peut réduire toute cette complexité. Donc, les langages sont basés sur des paradigmes. Il y a beaucoup moins de paradigmes que de langages. Et donc, ça, c'est le principe qui va diriger ce cours. On va se focaliser sur les paradigmes. Et après, vous pouvez appliquer ça à plein de langages. Ok, pour continuer, d'abord le mot paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme de programmation? Bon, je vous donne une définition suivante. C'est une approche pour programmer un ordinateur qui est basée sur un ensemble de principes cohérents ou d'une théorie mathématique. Certains paradigmes sont très très bien compris, comme la programmation fonctionnelle ou la programmation logique. Pour ce paradigme, il y a vraiment une vraie théorie mathématique qui décrit tout. D'autres paradigmes sont plus variés ou moins bien compris. On n'est pas encore arrivé à une théorie mathématique, mais il y a des principes cohérents qui soutiennent le paradigme. Donc ça, c'est pour la définition. Et à quoi ça sert les différents paradigmes? Eh bien, tout programme qui est plus qu'un jouet, une grande taille, a besoin de beaucoup de paradigmes parce que ce programme doit résoudre beaucoup de problèmes différents. Par exemple, un programme Amazon, que vous connaissez bien, il y a une base de données derrière. Quel est le concept derrière une base de données? Il y a des tas de clients qui s'utilisent en même temps. C'est la programmation concurrente. Il faut qu'ils fassent une mise à jour logicielle. Bien, c'est la programmation ordre supérieur. Donc, il y a plein de différentes façons, différentes choses, différents concepts dans tout programme réaliste. J'aime comparer ça à la construction d'une maison. Eh bien, il y a un maçon, il y a un menuisier, il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a éventuellement une personne qui s'occupe de l'isolation sonore, l'isolation de chaleur, etc. Et le menuisier, il s'en fout un peu des briques, mais il a sa partie. Le plombier ici, il y a parfois une interaction entre, par exemple, les tuyaux d'un plombier et les fils électriques. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de court-circuit quand il y a une fuite et des choses comme ça. Donc, il y a des tas de paradigmes différents. Et ce paradigme, on doit les combiner dans un programme. Ça, c'est le principe dans le cours. Alors, dans ce cours, on va étudier donc plusieurs paradigmes. Pour être précis, 5, on va étudier. Mais le problème, c'est qu'en général, chaque langage, c'est un paradigme. Et je ne vais pas vous demander d'installer 5 systèmes. Chaque langage est différent, avec une autre syntaxe, une autre sémantique, façon de se comporter, un autre système. Its own quirks, c'est bizarreté. Chaque langage est un peu particulier. J'aurais pu faire un cours autour de Java, Scala, Erlang, Scheme et Haskell, et vous demander d'installer tout ça, mais même si je ferais ça, ce ne serait pas bon, parce qu'on ne peut pas les faire parler entre eux. Ces langages, chaque langage est séparé. Déjà, la communication est difficile. Et donc, dans ce cours, en fait, je choisis un langage de recherche qui s'appelle OZ, qui montre très très bien les différents paradigmes. Ça a été développé dans les années 90 et par la suite. Et donc, c'est un langage avec une sémantique très simple. Et tout ce qu'on apprend là s'appliquerait à plein d'autres langages. Ça, c'est la base. Récemment, j'ai ajouté un deuxième langage à ça, qui s'appelle Erlang, parce que Erlang est peut-être le meilleur langage qui n'est pas très médiatisé.
Erlang est un langage multi-agent qui permet de faire des programmes répartis sur beaucoup d'ordinateurs qui sont extrêmement fiables. Un programme Erlang peut presque ne pas se planter dans l'Internet, dans les communications, dans les systèmes critiques. C'est super important. Et il y a un énorme nombre de programmes dans l'industrie qui sont programmés en Erlang. Par exemple, je pense que vous avez tous exécuté un programme en Erlang, et la preuve est simple. Est-ce qu'il y a d'entre vous qui ont joué le jeu Call of Duty? Peut-être. Ah ben, Call of Duty ne peut pas marcher sans une énorme masse de code Erlang derrière. Toute la gestion des différents nœuds, des différents serveurs, le leaderboard, tout ça, l'entrée et la sortie du système, tout est géré par Erlang. Parce qu'on peut avoir des millions d'utilisateurs simultanés dans un jeu comme ça. Des millions, c'est pas évident de faire un programme qui marche avec des millions, qui peut faire n'importe quoi. Et donc, avec Erlang, vous allez voir ça plus tard dans le cours, c'est peut-être le seul langage qui permet de faire ça de façon raisonnable. Et donc, j'ai dit, ça, c'est très important, donc j'ai ajouté un deuxième langage, Erlang. On va voir ça dans la deuxième moitié. Donc, on va commencer par des autres paradigmes. Il y a aussi un texte. C'est un livre qui s'appelle Concepts, Techniques and Models of Computer Programming, qui est le texte recommandé pour ce cours. Mais toutes les informations seront sur les transparents, mais dans les livres, il y a des tas d'exemples, d'explications supplémentaires, donc ça peut être très intéressant. Dans ce cours, nous allons voir environ un tiers de ce livre de 900 pages. Voilà. Ok, donc on va étudier plusieurs paradigmes. Alors, comment est-ce que ça marche en pratique? Mais vous allez voir que ce n'est pas très compliqué si on le fait bien. Une question, c'est si on a un programme qui doit utiliser plusieurs paradigmes. Un paradigme, c'est une façon de penser, a way of thinking, qui est différente. La programmation objet est très différente de la programmation data flow, par exemple. Alors, on va, dans ce cours, être extrêmement précis et rigoureux pour définir un paradigme. On va le définir avec un petit langage qui s'appelle le kernel language, le langage noyau, qui est simple. Donc, pour tous les paradigmes que nous allons voir le langage noyau précis et sa sémantique. Donc, vous allez comprendre. Donc, rien n'est caché dans ce cours. Vous allez comprendre toute la sémantique de tous les paradigmes. Et ça marche très bien, parce que même des paradigmes très différents ont des langages noyaux relativement semblables. Peut-être qu'il y a juste une toute petite différence entre la programmation fonctionnelle et la programmation data flow. Il y a un concept. Entre la programmation fonctionnelle et la programmation orientée objet, il y a un concept qui est ajouté. Et du coup, les langages noyaux se ressemblent. Et donc, ça vous donne une très bonne façon de comprendre toute cette complexité. Donc, tout est relativement simple. Donc, à la fin du cours, vous allez voir toute cette forêt, cet éventail de paradigmes, et vous allez voir que, en fait, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, et vous allez très bien comprendre la différence. Ok. Le tout premier paradigme que nous allons voir, c'est en fait le paradigme le plus simple de tout. Le paradigme qui est sous-jacent à tous les langages. La programmation fonctionnelle. Ce paradigme est un peu spécial parce qu'il est en fait la fondation de tous les langages
Et nous allons voir ça quand nous allons voir le langue de calcul, par exemple, qui est un langage fonctionnel. Donc on commence par la programmation fonctionnelle, on va commencer ça aujourd'hui. Après, on va ajouter les concepts, un par un, pour arriver à d'autres paradigmes, comme la programmation orientée objet, la programmation data flow, programmation multi-agent, etc. OK? Donc, je résume l'approche pour maîtriser toute cette complexité, parce que ce que vous allez apprendre dans ce cours va s'appliquer à un énorme nombre de langages, et vous allez voir qu'ils se ressemblent beaucoup. Une fois qu'on a appris les concepts derrière, quand on a introduit un nouveau langage, qui est soi-disant très différent, beaucoup mieux, vous allez voir qu'en général, il y a juste une toute petite chose qui est nouveau là-dedans. Donc, il y a 3 points dans le raisonnement. Premier point, il y a des centaines de langages dans la pratique. On ne peut pas étudier tout ça. La solution, premier point, là en vert, on se focalise sur le paradigme parce qu'il y en a beaucoup moins de paradigmes que de langages. Deuxième point, même un langage paradigme, c'est quand même trop. Si on a 5 paradigmes, ça fait 5 langages, 5 systèmes. Et en plus, chaque système, il faut l'installer, il faut le compiler, il faut apprendre sa syntaxe. Tout ça, c'est une perte de temps. Et donc, la solution, on va utiliser un langage de recherche. Il y a des applications qui existent dans les postes, mais c'est principalement un langage de recherche qui peut exprimer tous ces paradigmes. Après, on ajoute Erlang, mais c'est juste pour la programmation multi-agent. Principalement, pour tous les paradigmes, on va utiliser le langage OS. Et le troisième point, on doit combiner des paradigmes. Quand on construit une maison, il y a de l'interaction entre tout ça. Une programmation orientée objet peut être concurrent, par exemple. Alors, la solution à ça, c'est le langage noyau. Parce que les paradigmes différents ont des langages noyaux qui se ressemblent beaucoup. OK? Et du coup, on peut les combiner parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Même deux paradigmes qui ont l'air très différents, il y a des choses qui sont communes entre les deux. Et donc, ils peuvent communiquer. Okay? Donc, on va expliquer les différences entre les paradigmes. OK? Tout ça, c'est la philosophie. On va tout doucement descendre sur la Terre. Vous connaissez déjà un paradigme, la programmation orientée objet, et au moins un langage orienté objet, c'est ce que je suppose, en Java ou Python. Et c'est un paradigme important, clairement. C'est très utilisé dans l'industrie. Et on pourrait imaginer, c'est tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Est-ce que la programmation d'objet, c'est peut-être le plus utile par tous les paradigmes parce qu'on l'utilise très souvent dans l'industrie? C'est complètement faux comme idée. Au contraire, en général, souvent on utilise Java pour des trucs qu'on ne devrait pas. Pour faire des systèmes robustes, Java n'est pas un très bon choix. Et je vous donne un exemple. Il y a un autre langage orienté objet qui s'appelle C++. Il y a une société dans les années 80 qui a dit, une société de télécommunications, qui a dit on va tout faire en C++. Dans la télécommunication, où la robustesse, la vitesse de réaction, le fait de pouvoir faire des mises à jour pendant le système s'exécute, tout ça, très important. Pour des systèmes extrêmement robustes. On ne supporte pas une panne comme on voit souvent dans les centres commerciaux, un grand écran de pub et un petit message Windows, please reboot ou un truc comme ça. On ne supporte pas ça pour un système télécom. Eh bien, cette grosse société a dépensé des milliards d'euros avec des milliers de programmeurs. Et tout s'est planté. En fait, cette société existe toujours parce qu'après, ils ont fait mieux.
C'est la société Ericsson qui sont très très grands. Et peut-être que vous avez des téléphones, des GSM Ericsson. Donc, les gens ont perdu beaucoup d'argent en utilisant le mauvais paradigme pour faire des choses. Pour faire des applications distribuées, donc sur l'Internet, qui sont robustes, qui n'ont pas le droit à se planter, et efficaces, la programmation anti-objet ne résout pas les bons problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a des classes et des sous-classes, non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment gérer des pannes, comment gérer les communications asynchrones, comment gérer la concurrence. Eh bien, la programmation anti-objet n'a rien à dire là-dessus. Il faut surtout utiliser un autre paradigme, la programmation multi-agent, et c'est pour ça que je donne une introduction à Erlang. Nous allons voir donc 5 paradigmes dans le cours. En fait, il y a 2 sigles, parce qu'il y a un cours à Charleroi qui couvre la même matière que ce cours-ci. Donc 5 paradigmes. La programmation fonctionnelle, c'est la base. La programmation orientée objet, comme utilisée au Java. La programmation fonctionnelle Dataflow, c'est une forme de programmation concurrente qui est extrêmement facile à utiliser. Après, il y a Actor Dataflow, la programmation multi-agent, comme dans Erlang, et un dernier qui s'appelle les objets actifs. C'est une combinaison de Dataflow et orienté objet. C'est peut-être les plus importants, mais il y en a beaucoup d'autres. En fait, dans tous les langages qu'on utilise, il doit y avoir entre 20 et 30 paradigmes qui sont utilisés. Et là, on ne voit que 5. Par exemple, la programmation par contrainte. Je ne veux pas voir ça. Mais il y a des collègues dans le département, Yves de Ville et Pierre Chose, qui sont des experts. Donc, si vous voulez apprendre ça, je vous le recommande chaleureusement parce que la programmation par contrainte est extrêmement puissante pour certains types de problèmes. Il y a aussi la programmation logique, qui est une autre façon. Et un programme, c'est une phrase en logique formelle. Pour certains types de données ultra complexes, c'est la meilleure façon. Donc les bases de données utilisent ça, même sans le dire. SQL, en fait, est un langage en paradigme logique, parce qu'on peut voir la logique formelle pour expliquer ce que ça fait. Et il y en a encore plein d'autres. Il y a la programmation paresseuse. C'est une variation de la programmation fonctionnelle qui permet de calculer avec des structures de taille infinie, potentiellement infinie, et on ne va calculer que la partie dont on a besoin. C'est donc encore plus puissant que la programmation fonctionnelle standard que nous allons voir dans ce cours. Il y a encore d'autres. Dans ce cours, voici, je fais un petit diagramme pour résumer les 5 paradigmes. Donc en haut, la programmation fonctionnelle, c'est la base. Si on ajoute ce que j'appelle state, on peut appeler ça l'état, c'est des variables qu'on peut mettre à jour plusieurs fois, parce que ça n'existe pas en fonctionnel, alors on obtient la programmation orientée objet standard. Et si à la programmation fonctionnelle on ajoute les traits, donc les activités concurrentes en parallèle, en fait, on a la functional data flow, le data flow fonctionnel. Si on ajoute des ports, en fait ce sont des canaux de communication, on a le actor data flow, c'est la programmation multi-agent, et on peut combiner l'orienté objet, donc les classes, le polymorphisme, l'héritage, avec le data flow pour obtenir le paradigme le plus expressif, c'est les objets actifs. Donc, ça, c'est la dernière chose que nous allons voir dans ce cours. Et chaque paradigme est un monde en soi. On peut penser que dans ce paradigme-là, et certains problèmes sont résolus le mieux dans un bon paradigme. Ok, ça c'est les 5. Et le tout premier que nous allons voir aujourd'hui,
c'est la programmation fonctionnelle, qui est le paradigme le plus simple, qui est la fondation des autres. Donc ça, mathématiquement parlant, si on regarde la structure de tous les langages de programmation, tous les langages ont un noyau, un centre qui est la programmation fonctionnelle. Hein? On appelle ça aussi la programmation déclarative, parce qu'on peut voir ça comme une expression de dire ce qu'on veut, pas comment. Je ne vais pas trop, mais de temps en temps, vous allez voir des gens parler de programmation déclarative. Eh bien, c'est la programmation fonctionnelle en premier. Donc, c'est notre début. Je vais vous introduire des concepts en programmation fonctionnelle, son langage noyau, la programmation par invariant, c'est comment faire des boucles. Les boucles sont parfois difficiles à faire. Hein. Si vous voulez faire une recherche binaire ou dichotomique ou d'autres genres, ou gérer une liste enchaînée, c'est difficile. Eh bien, avec la programmation invariante, ça devient facile. Après, on va voir la programmation symbolique, parce qu'on ne fait pas que de la programmation des nombres, mais avec des structures comme des arbres et des graphes et des trucs comme ça. On va regarder la programmation ordre supérieur. Ça veut dire qu'une fonction est une valeur, comme toute autre valeur. Une fonction peut être donnée comme argument, on peut l'obtenir comme résultat quand on appelle une fonction. Avec ça, on peut construire toutes les abstractions. Et enfin, on va donner une sémantique formelle. Donc, ce cours sera légèrement plus mathématique que le cours de Q1, mais pas beaucoup plus quand même, je vous le promets, juste un peu. Parce que bon, moi je ne suis pas un théoricien, mais un peu de sémantique peut aider vraiment beaucoup. Ok. Mais tout ça, tous ces trucs en rouge, on va les apprendre pour la programmation fonctionnelle, mais ça reste vrai pour tous les autres paradigmes. Tous les paradigmes construisent au-dessus de la programmation fonctionnelle, et tout ça reste vrai. Pour orienter objet, pour le data flow, pour le d'agent, tout ça reste vrai. Donc tout ce qu'on apprend là, on peut le multiplier par 5. Ça s'applique à tous les 5 paradigmes. Hein? Dans ce cours, les choses sont organisées. Je essaie de ne jamais dupliquer, dire une chose 2 fois. Donc, toutes ces choses-là, je devais les dire une fois pour le paradigme fonctionnel, et ça resterait vrai pendant tout le cours. Ok. Et je vous montre avec plein d'exemples, bien sûr. Ok. Voilà pour notre voyage dans l'espace platonique des idées. On va maintenant descendre sur Terre, et je vais d'abord vous parler de l'organisation pratique du cours, et après on va plonger dedans. Voilà. Donc, l'organisation pratique, très important. Donc, c'est la question de Moodle. Hein. Donc, il y a une séance magistrale par semaine. Donc, mardi, c'est ici. Il y a aussi un labo de TP par semaine. Parce que vous êtes très nombreux, il y a 5 séances. Et avec les assistants et les tuteurs, l'idée, c'est de faire une séance par semaine parmi ces 5. Mardi, mercredi, il y en a 3. Et lundi, il y en a aussi. Ça commence en semaine 2. Donc cette semaine, il n'y a pas de TV. Ça commence donc après le 2e cours, après le cours du mardi prochain. Et après, il faudrait écouter les assistants pour vous équilibrer. Aussi, si vous avez des conflits avec d'autres cours, on peut vous arranger pour équilibrer un peu, pour que vous ayez le moins possible de conflits. Après, il y a un interro, midterm, vers la semaine 7, sur la première partie du cours. Ce n'est pas obligatoire, optional, mais ça compte quand même pour 5 points sur la note finale. Et il n'y a aucun risque, parce qu'il y a une partie de l'examen final à la fin qui correspond avec l'interro, et je prends le maximum des deux.
Donc si vous faites des bons points sur l'interro, vous pouvez considérer que vous êtes dispensé de cette partie de l'examen final. Et l'examen final est... il n'est pas mentionné, mais il y a un examen final, hein, il n'y a pas sur le slide, un jour. Il y a un examen final qui compte pour 15 points, dont 5 points correspondent à l'interro et 10 points font partie de l'examen uniquement. Après, il y a un projet, du coup, un seul projet, relativement grand. On va vous donner 3-4 semaines, mais en fait, c'est plusieurs jours de travail en temps plein. Mais répartis sur plusieurs semaines, ça va être relativement facile. On va essayer de vous donner l'énoncé avant les vacances de Pâques, mais on ne comptera pas les semaines des vacances de Pâques, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais les gens, en général, me demandent ça parce que ça leur donne un degré de liberté pour la gestion. Le projet sera fait en groupe de deux étudiants qui travaillent ensemble. Ça, c'est bien. Deux qui parlent. S'il y en a un qui bloque, le deuxième peut trouver la solution. Deux, dans un cas exceptionnel, on pourrait faire en sorte que c'est l'étudiant qui le fait seul, mais jamais trois. Jamais. Eh bien, la raison est très simple. Dans notre expérience, si un projet est fait à 3, il y en a toujours un qui fait beaucoup moins que les deux autres. Donc, je ne donne pas d'être à 3. Donc, 2 ou éventuellement 1, si on me demande. Le projet est obligatoire. Il doit être fait pendant le quadrimestre. Il ne peut pas être fait dans la session. Mais normalement, on vous donne largement le temps. Et il compte pour 5 points sur la note finale. Donc, si vous faites un bon interro et un bon projet, vous pouvez déjà avoir quasiment réussi le cours avant l'examen. C'est déjà arrivé. Et enfin, un petit bonus. On va prendre vos présences dans les séances de labo. Simplement, et on va les compter. Si vous êtes présent à toutes les séances de TP, ça veut dire une séance par semaine, vous avez gagné un point de plus sur votre note finale. Donc il est possible d'avoir 21 sur 20 dans ce cours. Je suis malheureusement obligé d'aller arrondir vers le bas à ce moment-là. C'est déjà arrivé, hein? Je pense que l'année dernière, il y en avait un qui avait 20,6. C'est pas mal, hein? Et en plus, il y a un double dividende. Mon but à moi, c'est que vous apprenez, vous réussissez tous le cours, mais sans que je baisse le niveau. Et une bonne manière de faire ça est de venir à chaque séance de TP et de faire un effort honnête de résoudre les exercices. Si vous faites ça, pendant tout le quadrimestre, vous avez déjà quasiment tout compris. Parce que des choses demandent du temps. Quelque chose que vous pensez compliqué aujourd'hui, dans 2 semaines, vous allez comprendre et vous allez dire « Ah bon, pourquoi je n'ai pas compris ça il y a 2 semaines, c'est pas aussi compliqué que ça. » Et ce point bonus, c'est pour vous encourager à être présent, mais donc ça, vous gagnez un point, mais en plus, le simple fait d'être présent et d'essayer de résoudre va augmenter votre moyenne aussi. Donc il y a un double bonus et dividende de venir. Et moi, ça ne me gêne pas de vous donner beaucoup de points si vous connaissez la matière. Donc ça, c'est pour l'organisation. Je vais faire une petite mise à jour parce que j'ai oublié de mettre l'examen final, qui compte même pour 15 points. J'ai eu le cas d'un étudiant qui était malade, qui ne pouvait pas faire l'examen final, mais c'était un très bon étudiant. Et il avait déjà réussi le cours, il avait déjà 11. Alors, on lui a dit, non, c'est pas bon, parce qu'un étudiant comme ça, on lui donne 11, après, selon le règlement, il aurait réussi, il n'aurait plus le droit d'augmenter sa moyenne. Donc, je lui ai donné 0. Mais, rien n'est perdu, en deuxième session, il va d'office avoir 11, même s'il ne fait rien.
C'est simplement pour lui permettre d'augmenter la moyenne. Vous voyez, en fait, ce système, le but ici, c'est de vous déstresser. J'ai des collègues qui ne comprennent mal cette idée-là, je nommerai pas de nom, mais l'examen ne doit pas être une course au stress. Hein? Donc, si vous travaillez bien pendant l'année, l'examen doit être relativement facile à résoudre. Ok. Ceci dit, ça c'est pour l'organisation. Pour les logiciels que nous utilisons, donc il y a le Moodle, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore inscrit, et hier, vous n'étiez pas encore tous inscrits là, il n'y avait que 150 sur 243, il faut vous inscrire parce que tous les messages, toutes les données, les slides, tout passe par le Moodle. Hein, il y a des groupes de discussion, les annonces et tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le système Mozart qui implémente OZ, il faut le faire marcher sur votre ordinateur, sur le site mozart2.org, la dernière version Mozart 2.0.1, qui marche sur Windows, différentes variétés de Linux et macOS. Voilà, donc en principe, c'est pas un problème pour le faire marcher. Vous allez voir que c'est un système fait par des geeks de Unix parce que l'interface est basée sur Emacs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et enfin, on va faire quelques exercices vers la fin avec Erlang. Et ça, c'est un système. Erlang est un système en open source aussi, tout comme Mozart. On peut l'obtenir sur le système Erlang, le site erlang.org. Il y a tout le temps de mise à jour, de version actuelle, ça doit être 25.2. Et ça, il est très facile à utiliser, Erlang. Alors, on peut tout de suite faire des commandes et l'utiliser. Donc, c'est vraiment simple et on va faire quelques exercices pour vous donner un peu le saveur de ce langage. Mais principalement, tout sera fait dans le système Mozart. C'est un système qui a déjà une énorme historique. Ça a été développé d'abord dans les années 90. Dans les années 2000, il y a eu un énorme développement dessus. Et après, il y a eu le système 64 bits avec le Mozart 2. Et c'est donc ce système-là que nous allons utiliser. OK. Voilà, l'équipe du cours. Bien, c'est une sorte de pyramide. Moi, je suis au sommet de la pyramide. Il y a 3 assistants. Oui, je regarde, c'est très haut. Il y a les assistants, Christophe Crochet, Damien Sproquet et Thomas Fetkel, qui connaissent très très bien la matière du cours. Et il y a 9 tuteurs qui aussi connaissent bien. Donc, en principe, les TP vont être donnés par les tuteurs, aidés par les assistants. Le projet de cours sera organisé par les assistants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des mails donc, à un tuteur. Et si le tuteur ne connaît pas la réponse, il peut passer le message à l'assistant. Si l'assistant ne connaît pas, il passe le message à moi. Et si moi je ne connais pas, je demande au recteur. Et si le recteur ne connaît pas, personne. Voilà. Il y a un texte. Je vous ai montré Concepts, Techniques and Models, mais il y a aussi des slides. Le texte, le cours est basé sur le texte. Il y a certaines choses qui sont dans le cours qui ne sont pas dans le texte. Par exemple, la séance sur le nombre de calcul, ça c'est nouveau, ça c'est pas dans le texte, ça c'est dans le slide. Mais il y a une énorme information sur le nombre de calcul qui existe sur Internet. Mais en principe, les slides connaissent toute la matière nécessaire. Mais le livre contient plein d'explications en plus. Ça montre des exemples de sémantique et des tas de morceaux de code. Et aussi, si vous êtes curieux, ça va beaucoup plus loin que le cours. OK, pour l'organisation. Maintenant, on va commencer. Donc, j'ai parlé de la motivation. Je vous ai expliqué l'organisation.
Et maintenant, je commence. D'abord, je vais vous montrer le système Mozart. Donc, je vais souvent montrer des petits bouts de code devant vous. Il est déjà arrivé dans le passé que je fasse du débogage aussi devant les étudiants. Alors, on voit les transpirations descendre de mon front, comme ça. Donc, c'est un système interactif avec un compilateur incrémental interactif. On peut voir ça comme une calculette très puissante, et je mets là les 3 calculettes les plus puissantes. On va voir. Ah, ça c'est Mozart. Peut-être la prochaine fois je viendrai avec une souris. Je déteste les trackpads, je préfère vraiment les souris. Voici le système Mozart, c'est Emacs. Dans la partie haute, on écrit des bouts de code. Dans la partie basse, on peut voir la réaction du système. Par exemple, je déclare x égale, et je mets une expression, et je peux afficher. La syntaxe est un peu curieuse, je vais vous expliquer tout ça. Je sélectionne ça. Après, où on peut faire feed region, mais on peut aussi faire avec une commande clavier. Oui, c'est vrai, la prochaine fois, je vais venir avec... Monsieur, si vous voulez, j'ai une souris. Une souris... Ah oui, merci. C'est bien. Voilà, ça c'est bien, ça. Il n'y a pas de problème de truc. C'est pas le souris Stuxnet, non? Non? Ah, si vous voulez... Ah oui, parce que moi je préfère parce qu'on fait beaucoup plus possible. On voit ici les résultats. Ça c'est une fenêtre qui s'appelle Browser. Et on peut, là on a une procédure qui s'appelle Browse, qui permet de il a lancé. Plus grand, hein. Ça aussi on peut changer la taille de la C'est bon. Ça c'est ressemble à ça, mais je vous explique d'abord ce que nous avons vu, parce que c'est quand même un cours universitaire. Vous avez vu un simple calcul de réfléchir au résultat, mais on voit que vous avez fait beaucoup plus que ça. Vous avez vu des concepts de sémantique. Si je fais déclare x égale et je mets une expression browse x, bon, le browse est une procédure d'un argument. Une des bizarretés de OS, c'est que les appels sont entourés de accolades. Ce que nous faisons là, c'est plusieurs choses. On va créer une variable en mémoire, mais x n'est pas la variable. X est une lettre dans l'alphabet qu'on tape sur un clavier, mais derrière ce x, il y a une variable en mémoire. On va affecter cette variable le résultat de l'expression, de la multiplication, et on appelle la procédure browse avec un argument désigné par x. Et ça affiche le résultat. Donc sémantiquement, derrière ce x, il y a deux concepts. C'est quelque chose que normalement vous devez avoir compris du premier cours. Et si vous n'avez pas compris, je vais prendre mes collègues
et je vais prendre une énorme batte de baseball, je vais les taper. Il y a deux concepts que moi j'appelle un identificateur, identifier, et l'autre concept est une variable. Bon, les noms peuvent changer légèrement, mais c'est très simple. L'identificateur, c'est une séquence de caractères qu'on voit dans le programme. Ici, c'est X. En OS, un identificateur doit toujours commencer avec une majuscule parce que à cause du multiparadigme, je vous expliquerai ça, mais dans un langage comme Java, ça peut être une minuscule. Donc il y a quelques exemples. Et les variables, je vais en général utiliser des petites lettres en italique, petit x. C'est une variable en mémoire, c'est à l'intérieur, là, qu'on ne voit pas normalement. Hein. Ce que le programmeur voit, c'est uniquement ça. Mais la sémantique du langage fait que ce x correspond à une variable. D'accord? Donc, il y a donc deux concepts. Un identificateur, c'est qu'on voit, ce qu'on tape, et une variable en mémoire, c'est avec lequel l'ordinateur va faire ses calculs, mais normalement, on ne voit pas. Une variable, ici, est juste une abréviation pour une valeur. Là, ici, on est en programmation fonctionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut jamais changer la valeur d'une variable. Quand on fait x égale 100, x sera toujours égal à 100. Et si on veut 101, il faut créer une autre variable, y, par exemple, égale 100. Donc, dans la programmation fonctionnelle, une variable, c'est comme une variable mathématique, hein, dans une expression. Hein, si j'ai l'expression x carré plus ax plus b, ce de x, ça représente un nombre, une constante. Hein, et c'est le même, c'est peut jamais être différent. Eh bien, la programmation fonctionnelle, ça a exactement ce comportement-là. Une variable, c'est une variable mathématique. Ok? Et si on veut changer la valeur d'une variable, on est dans un autre paradigme. Hein? Pour l'instant, on ne peut pas. Donc, j'appelle ça affectation multiple, multiple assignment. Multiple assignment, c'est un autre concept que nous allons voir plus tard quand on va regarder la programmation multi-objet. Et encore une dernière chose, le type de cette variable. Ici, c'est un entier, hein, 11 fois 11, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un nombre flottant, ça peut être un enregistrement, ça peut être une liste, plein de choses. Et ici, le type de la variable est connu uniquement au moment de l'affectation. Ça s'appelle le typage dynamique. Il y a des langages où le type de la variable est connu par le compilateur, et ça s'appelle le typage statique. Donc, il y a des langages dans les deux côtés. Java, c'est un langage avec typage statique. Haskell aussi. Pourtant, Haskell, c'est fonctionnel. Par contre, Scheme, c'est un autre langage fonctionnel. C'est un typage dynamique. Scala est un langage objet et fonctionnel, et c'est un typage statique. Erlang, c'est de nouveau typage dynamique. Donc, c'est une façon de distinguer les langages. Donc, c'est ça. Donc là, il y a donc deux concepts, identificateur et variable. Et il y a un troisième concept qui va les lier ensemble. Et j'appelle ça un environnement. Ça peut aussi être appelé un frame. Parfois, on appelle ça un cadre, un frame, ou un contexte. Mais moi, j'appelle ça un environnement. C'est une fonction. Donc l'environnement E est une fonction qui prend comme argument l'identificateur, donc une chaîne de caractères, et renvoie une variable en mémoire. Vous voyez donc clairement, ce n'est pas une fonction qu'on peut écrire dans un programme, hein. C'est une fonction dans la sémantique du langage, une fonction qui nous permet de parler de ce qui se passe.
parce que le concept d'environnement est omniprésent dans tous les langages, parce qu'il y a toujours des identificateurs et toujours des trucs en mémoire, et il faut un lien entre les deux, c'est clair. Donc, ce qu'on fait avec les environnements est super important, et donc on va très souvent utiliser les environnements. Donc, ça fait déjà 3 concepts qu'on voit. Je vais les écrire en français. Identificateur, variable, environnement. On fait la sémantique là, c'est la sémantique ce que vous êtes en train de faire. Et il y a aussi une notion d'affectation. Une variable peut être affectée, donc on va faire correspondre une valeur, x par exemple égale 121, assignment on dit, mais dans le paradigme fonctionnel, on ne peut affecter à une seule valeur, on ne peut jamais changer la valeur. Ça, c'est une restriction très forte, parce que c'est une variable mathématique. Une variable qu'on pourrait affecter plusieurs fois, c'est toute autre chose. C'est un truc vachement chiant, en fait, vachement difficile à utiliser et raisonner. Et donc, on va commencer avec une variable très simple. On peut l'affecter à une seule valeur. Ça s'appelle une variable à affectation unique. Et la programmation fonctionnelle ne permet que ça. Parce que les variables sont des variables mathématiques. Une fois qu'on connaît les valeurs de x, ça y est, on peut calculer l'expression. Si on connaît x, a et b, on peut calculer la valeur de ça. Okay? Donc si on essaye de changer la valeur, on fait par exemple, les x étaient 121, si on fait x égale 122, eh bien le système ne va pas aimer ça. Techniquement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une erreur pendant l'exécution. Techniquement, le système va lever une exception. Le programme peut détecter ce genre d'erreur et réagir. Mais en général, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire souvent. Alors, un petit quand même discussion sur l'affectation unique, parce qu'il y a des gens qui trouvent un peu bizarre. Si vous avez programmé Java toute votre vie, c'est que vous n'avez pas vu beaucoup de langages en ce moment-là, de Python. Pourquoi on fait ça? Mais parce qu'on commence par un paradigme qui est très proche des mathématiques. Donc dans une expression mathématique, une variable, c'est juste un raccourci pour une constante. En fait, il est simple. Vous allez trouver ça bizarre. Il y a des gens qui ont envie de changer les valeurs des variables. Désolé, on ne peut pas. Mais en fait, c'est une autre façon de penser. Et vous allez voir que, en fait, c'est très facile. Vous allez voir. Et il y a un énorme avantage. Il y a un énorme nombre d'avantages qui continuent à être utile. Même aujourd'hui, en 2023, un programme fonctionnel est vachement plus facile à débugger, à tester, à compiler, à analyser, à faire un truc réparti, à faire concurrent. Donc, sous toutes les mesures, c'est plus facile. Pourquoi les gens n'utilisent pas plus de langages fonctionnels? C'est purement pour des raisons historiques. Parce qu'il y a 2 millions de programmeurs Java qui n'ont pas envie. Ils ont toujours fait ça toute leur vie. Mais il y a quand même des domaines où on utilise la programmation fonctionnelle. C'est des domaines où on ne peut pas faire autrement. On est forcé, comme ça, à utiliser le fonctionnel. C'est typiquement dans le système Big Data. Donc, ça a commencé dans Google avec un système qui s'appelle MapReduce en 1998. Actuellement, il y a plein de gros systèmes de Big Data de toutes sortes. Par exemple, moi je connais des gens qui ont fait un système qui s'appelle Apache Flink. Tous ces systèmes-là sont des systèmes fonctionnels, c'est curieux, mais ce sont des systèmes qui tournent sur des centaines d'ordinateurs super parallèles
et qui continue à marcher, même quand les ordinateurs tombent en panne, même quand les messages qui passent disparaissent ou sont ralentis. Et ce genre de programme, c'est très facile à débugger en fonctionnel. Hein? Je ne pense pas qu'on aura le temps de vraiment voir le fond. On va voir un petit peu le fond de ça dans ce cours. Hein? Dans le cours Info 1131, on va voir le fond. Pourquoi vraiment c'est comme ça? Et donc, le monde est tout doucement en train de migrer vers les systèmes fonctionnels. C'est curieux. Hein? La réalité revient à un certain moment. Ok, je vais continuer un petit peu. Je vais continuer tout petit peu et après on va faire la pause. Donc encore 5 minutes, comme ça on a un truc propre. La programmation fonctionnelle, on peut le faire dans tous les langages, même en Java. C'est juste une discipline, un style, si vous voulez, sur des règles qu'on doit respecter. Dans un langage fonctionnel, c'est le langage qui t'oblige à respecter ces règles, mais en Java, c'est le programmeur. Hein. S'il a envie, il ne va jamais affecter une variable plus qu'une fois, il va respecter les règles, et il va avoir des avantages de ça. Ça récolte des avantages. Un programme qui marche aujourd'hui marchera demain. Ça, c'est le problème avec un objet. Hein. Si on a un objet, il y a des attributs à l'intérieur. Si on appelle l'objet et les attributs changent de valeur à l'intérieur de l'objet. S'il y a un bug, les attributs ont une mauvaise valeur, sont corrompus ou quelque part, alors l'objet est cassé. Hein? On ne peut plus rien faire, et ça arrive très souvent. Par contre, une fonction n'a jamais ce problème. Parce qu'une fonction, il n'y a rien à l'intérieur qu'on peut changer. En fait, et c'est un vrai avantage. Et c'est déjà utilisé. Hein? Dans les systèmes client-serveur, on a par exemple le concept de stateless server. Stateless, ça veut dire que c'est fonctionnel. Il n'y a pas des attributs dedans qu'on peut affecter plusieurs fois. Et pourquoi on fait des stateless servers? Parce que c'est vachement plus facile à les faire comme ça. Ou un stateless component, un composant qui n'a pas de mémoire à l'intérieur. Si le composant a des trucs à l'intérieur qu'on peut affecter, alors il peut se casser, hein, si on donne des mauvaises valeurs. Mais si le composant n'a rien à l'intérieur comme mémoire, il ne peut pas se casser. Vous allez me dire, bah, ça ne peut pas être aussi facile. C'est vrai, on ne peut pas toujours utiliser cette approche, mais dans les cas où on peut l'utiliser, c'est le meilleur approche. Et donc, c'est une chose qu'on va apprendre. Les cookies aussi. Hein, les cookies, c'est lié au stateless server. Vous savez ce que c'est les cookies sur le web? Vraiment, le fond, qu'est-ce que c'est? Vous devez le savoir, non? On a un informaticien désigné. Un cookie, c'est quelque chose qui est stocké sur votre ordinateur, mais en fait, qui appartient à quelqu'un d'autre. Amazon va stocker des cookies chez toi, mais sont des données d'Amazon. Et donc, au lieu de les stocker lui, il les stocke chez toi. Et donc, la prochaine fois qu'il vient sur ton ordinateur, il va lire les cookies, il va dire « Bonjour, Peter, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Hein? Comment il connaît mon nom? Bah, parce qu'il a un cookie chez moi. Hein? Mais ça veut dire que lui-même n'est pas obligé de se souvenir de moi. C'est moi qui fais ce boulot pour lui. Hein? Donc, c'est une approche stateless server qui est vachement utilisée. C'est tellement utilisé que ça commence à emmerder les gens avec tous ces cookies sur leur machine. Hein? Et ils disent, ah, pourquoi on fait toujours ça? Donc, ce n'est pas forcément toujours la meilleure approche, mais ça rend beaucoup plus facile l'écriture du serveur. Hein? OK. Donc, oui, donc les styles fonctionnels, c'est très important de comprendre parce que ça va vachement vous aider à comprendre des nouveaux langages quand ils arrivent, et ils arrivent toujours pas. Go, Clojure, et à chaque fois, un nouveau langage qui arrive, ils pensent qu'ils ont réinventé le monde, mais non,
c'est le même que les anciens avec juste une petite différence. Hein? Ok, je vais vous poser une petite colle là maintenant. Et en faisant comme ceci, pour voir si vous avez bien regardé. Je vois que vous avez plus là, je vais le livrer. C'est ça, mon cœur. Le Mozart. Je vais faire quelque chose et je vais demander pourquoi c'est comme ça. Je fais x égale 11. Voilà aussi x. Il va afficher 11, c'est clair. Si je fais maintenant x égale 42, voilà aussi x. Il affiche 42. Pourtant, c'est le même x. Je viens de vous dire qu'on ne peut jamais changer la valeur d'une variable. Pourtant, le x, il est 11 et après, il est 42. Comment est-ce possible? Je ne suis pas en train de vous mentir. Quelqu'un le sait? C'est possible qu'il n'exécute que le code qui a été surligné. Pardon? C'est possible qu'il n'exécute que le code qui a été surligné. Oui, mais il y a tous les deux fragments s'exécutent dans le même mémoire. Ok. Hein? Donc, le 11 et le 42 sont stockés dans le même mémoire. Ah, ok. Vous avez compris pourquoi c'est possible? Pourtant, je ne vous montre pas, hein. Une variable ne peut être affectée qu'à une seule valeur. Donc, si la variable est 11, elle ne peut pas être 42. Mais pour toi, pourtant, qu'est-ce qui se passe là? Oui? Voilà, merci. Ah là, c'est quelqu'un qui a bien écouté, bien compris. C'est exactement ça. Ben, ce x, ce n'est pas une variable, c'est un identificateur. En mémoire, il y a une variable. Et si j'écris, si je vois ce qui se passe, là, je fais déclare x égale 11, eh bien, il y a un petit x qui est égal à 11. Si je fais un autre déclare, x égale 42, il y a une autre variable qui est 42. Le même identificateur peut faire référence à des variables différentes parce qu'il y a des environnements différents. Dans E1, x fait correspondre à petit x, dans E2, x c'est petit y. Donc, il n'y a pas de mensonge. Oui? Du coup, la variable petit x égale à 11, est-ce qu'il y a moyen de la rappeler malgré... Ah, très bonne question. La question, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, le x, il fait référence à y, mais il n'y a plus personne qui fait référence à petit x. Donc, on a perdu en quelque sorte. Ben oui, on a perdu, en effet. Le petit, si on fait ça et ça, sauf si je fais, par exemple, si je mets un bout de code ici, déclare z égale x, là, le z va garder une référence. Mais si je n'ai pas ça, c'est masqué, en fait. Cette deuxième déclaration, il y aura un nouvel environnement, et cette variable, plus personne ne pourrait y accéder. C'est bête, hein? Ça arrive. Mais qu'est-ce qui va passer avec cette variable? Ben, c'est pire que ça. La prochaine fois qu'il y a un garbage collect, on va carrément récupérer son mémoire, le mémoire de cette variable-là. Et donc, effectivement, on peut avoir des variables qui n'ont plus aucun accès. Ok. Je pense que je vais faire une petite pause là, entre 5 et 10 minutes, après je continue. Dernier concept, après on va commencer avec la programmation fonctionnelle, c'est la notion de scope, ou portée. Attention, le mot en anglais c'est scope, en français c'est portée. Et voici, vous voyez là, un bout de code
où j'utilise une nouvelle instruction locale. Local, c'est comme déclare que j'ai utilisé, sauf que ça va jusqu'à un certain point, après on oublie l'identificateur. Donc on peut faire local x in quelque chose, on déclare un x et on met un end. Le déclare, il n'a pas de n parce qu'il y a un n implicite à la fin de la session. Ça fait partie de l'interface interactive. Mais en local, le x il sera oublié après le end. Si je fais x égale 42, je fais un nouveau local, x égale 11, je fais du browse, comme ça par exemple. Je mets 3. J'aime faire des indications avec une ligne comme ça. Donc il y a deux locales impliquées. Local x in, x égale 42, browse x, il va afficher 42. Après je fais local x in, il y a un nouveau x. Donc le même identificateur que là, mais il correspond à une nouvelle variable cette fois. Parce que le local déclare une nouvelle variable, crée une nouvelle variable qui correspond à l'identificateur, x égale 11, browse x, on va afficher 11. Et après le end, le troisième browse, on affiche quoi? C'est une question pour vous. Hein? Là, c'est quoi qui est affiché là? Ça sera pas 42. Ce sera 42, parce qu'on est toujours, ce x ici correspond à cette déclaration-là. Et en fait, c'est pour illustrer la notion de portée. En fait, ici, il y a deux déclarations. Il y a une déclaration orange et une déclaration verte, mais pas très verte. Elle est bleue, du marché. Bleu. Et donc, la partie du programme en... La partie du programme en orange, tous les x correspondent au x orange, et la partie du programme bleu, ça correspond au x bleu. Donc ce x, c'est un x bleu, c'est un x bleu, ça c'est un x orange, ça c'est un x orange, x orange. Ça c'est pour illustrer la notion de portée. Donc chaque occurrence d'un identificateur, par exemple ici, a une portée. C'est la partie du programme dans laquelle on fait référence à la même déclaration. Donc la portée du x orange, c'est toutes les parties orange du programme. Donc ici, on a de nouveau la portée orange. La portée de cx bleu, c'est la partie bleue. Tous les x dans la partie bleue correspondent à la déclaration bleue. En fait, c'est toutes les parties dans le programme qui correspondent à la même déclaration. Donc, un x, deux x qui sont dans des endroits différents peuvent avoir des portées différentes. Ce x a une portée bleue, ça c'est aussi un x, et celui-là a une portée orange. Vous voyez, c'est la partie du programme où le x est connu, en quelque sorte. C'est la même variable qui correspond. Okay? Ça s'appelle scope ou portée d'une occurrence d'un identificateur. Et c'est super important parce que si on fait un calcul ici et on utilise x, il faut comprendre est-ce que c'est celui-là ou c'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc la notion de portée, dans tous les langages, c'est super important. Et on peut avoir des blocs ou des définitions imbriquées, et comme ici, et la portée sont très importantes. Ici, dans la portée bleue, le x orange est invisible. On n'a plus accès à ce x orange. Par contre, si on met un y là, on met y égale x, eh bien là on peut y accéder.
en faisant browse Y. Donc le Y, c'est pas X, mais ça référence aussi la même variable. Okay? Donc, mais si on ne fait pas ça, on redéclare, eh bien, l'ancienne variable est masquée, il n'y a plus accès. Par contre, après le end, on a de nouveau accès. Et après ce end-là, tout est oublié. Hein? Ni les x correspondent à plus rien. Si je fais browse x à ce moment-là, il se passe quoi? Si je fais un browse x après ce end-là, ça donne quoi? On peut le taper et l'exécuter. Oui. Rien du tout. Rien, une erreur, oui, ça ne fait rien. En fait, les x n'existent pas, mais on essaye de faire browse x, bah, le système va le savoir. Et en fait, c'est le compilateur qui va le savoir. Il n'y a aucune variable dans la portée après le n. C'est un truc qu'on peut voir statiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le voir en regardant le texte. Donc un programme, c'est un texte. Ça, c'est un texte. Et on peut déjà comprendre des trucs sans exécuter les programmes, simplement en regardant le texte. La portée, c'est un truc comme ça. Je peux comprendre la portée de ce x, et je n'ai pas besoin d'exécuter, je sais que c'est la partie bleue. Par inspection du texte, je n'ai pas besoin d'exécuter. Et c'est pour ça que ça s'appelle une portée statique. Statique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'exécuter. Ou une portée lexicale. Lexique, ça veut dire c'est des mots, c'est du texte. Donc ce sont des synonymes. Hein. Portée statique, portée lexicale, c'est une portée qu'on peut regarder comme celle-ci, simplement en inspectant le code. Il existe d'autres formes de portée, en particulier une portée dynamique, qui est quelquefois important, mais très peu en fait. La vraie bonne portée est celle-là. Donc on a presque toujours la portée lexicale. Ok. Avant de commencer les programmes, je veux vous imprégner des bizarretés de la syntaxe OS. Vous voyez que la syntaxe OS, ce n'est pas juste la syntaxe Java. C'est très différent. La syntaxe de Java et de C++, on appelle ça C-like. Ce sont des syntaxes qui ressemblent au langage C. C'est un certain style. Les accolades, c'est pour les blocs de code. Les identificateurs, on peut les typer. On peut faire int i point virgule. Ça déclare une variable correspond avec l'identificateur i qui est un entier, etc. Donc ça, C-like, c'est ce que beaucoup de gens connaissent, ils aiment, tous les programmeurs Java connaissent ça. Et OS n'est pas C-like. OS, la syntaxe de OS vient de plusieurs endroits. Il y a plusieurs sources. Il y a le langage Prolog, qui est une source d'inspiration, c'est un langage de programmation logique. Il y a des langages qui s'appellent Scheme et ML, qui font de la programmation fonctionnelle. Il y a aussi C++ et Smalltalk. Smalltalk, c'est un des premiers langages orientés objet, qui existe toujours. Et Erlang a encore une autre syntaxe. En fait, à l'essence, c'est que la syntaxe n'est pas très importante. Vous devez apprendre à regarder au-delà de la syntaxe. Et je vais citer un ouvrage qui est parmi les plus grandes en tant que connaissance de sagesse que je connais. Je parle du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et si vous avez lu ça, vous avez vu qu'à un certain moment, le Petit Prince qui dit ce qui est le plus important est impossible pour les yeux. On le voit avec le cœur. C'est au-delà, c'est invisible. Il a même fait une image comme ça. Si vous vous souvenez. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas un chapeau. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un éléphant dans un sac ou un truc comme ça. Parce que le Petit Prince, lui, il sait regarder au-delà des apparences. Bien, ici, c'est exactement la même chose.
la syntaxe est une apparence. Ce qui se passe réellement, c'est la sémantique. C'est derrière. Les syntaxes qui sont très différentes peuvent avoir la même sémantique. Donc j'espère, après ce cours, que vous allez être un peu plus votre façon de penser, ce sera un peu plus comme le petit prince. Ok? Pourquoi la syntaxe DOS est aussi bizarre? Mais parce que c'est un langage conçu pour être multi-paradigme, et les paradigmes ne doivent pas interférer. C'est pas évident, hein? Alors, on doit pouvoir écrire un programme dans un paradigme sans être contaminé par un autre. Et on peut le faire en OS. On peut faire ça. On peut écrire un programme purement fonctionnel, purement orienté objet, purement multi-agent, sans contamination, et les combiner facilement et tout. Et c'est pour ça que la syntaxe OS est un peu curieuse. Et il y a 4 différences concrètes. Ça va vous aider parce que vous allez écrire des programmes dans ce langage. Hein? Vous allez faire des dessins comme des petits princes. D'abord, les identificateurs commencent toujours avec une majuscule. Okay. Pourquoi? Why? Parce que le minuscule est utilisé pour les constantes, les atomes, on appelle ça, pour la programmation symbolique. Deuxièmement, les appels de procédures et de fonctions sont entourés par des accolades. Braces en anglais. Pourquoi? Les parenthèses sont déjà utilisées pour les records. Donc, les parenthèses ne sont plus disponibles. Troisièmement, les identificateurs locaux sont introduits par local end. Pourquoi un truc bizarre comme ça? En OS, toutes les instructions composées commencent avec un mot-clé et se terminent avec un end. Toujours. C'est une constante quand on a une instruction composée. Les if, le fun, le local, tous les autres commencent par un mot-clé. Pas comme local. Et enfin, les variables sont affectation unique. Ça, on a déjà vu, parce qu'on est en programmation fonctionnelle, ce qui est la base. Les autres variables viennent manger. OK? Donc, dans les exercices que vous allez faire, petit tuyau pour vous, l'erreur que vous allez faire le plus souvent, peut-être pas pour tous, mais maintenant que je vous préviens bien, un homme ou une femme prévenue en vaut 2 ou 3 ou même plus. L'erreur la plus fréquente, une minuscule qui commence un identificateur. OK? Voilà, ça c'est tout pour ça. Maintenant, on commence par la programmation fonctionnelle. C'est très simple. Je vais introduire les concepts. À chaque fois que j'introduis un concept, je vais d'abord expliquer pourquoi on en a besoin. Après, on va le faire. Donc, une fonction, c'est parce qu'on veut exécuter le même code plusieurs fois, mais avec des variables et des valeurs différentes. Hein? On ne peut pas répéter le code. Donc, des valeurs différentes pour certains identificateurs. Et pour ne pas répéter le code, on fait une fonction. On définit une fonction. Ça définit donc un code. Function defines program code, le code en programme. Mais comme le code est stocké en mémoire, hein, c'est du code compilé, la fonction, c'est aussi une valeur. Ce bout de code, c'est un truc en mémoire, comme un nombre, comme n'importe quoi, comme une liste, comme un record. Une fonction est un genre, une sorte de valeur en mémoire. C'est très important à savoir. Les fonctions, on peut les manipuler comme toute autre valeur. On peut les stocker en mémoire, etc. On peut les garbage collecter, blablabla. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Ici. Apparemment, le Docker n'aime pas quand je mets le PowerPoint devant. Hein, c'est un peu mortel pour le Mozart. J'espère que je vais revenir. Hein? Je fais un truc simple. Donc, fun, c'est le mot-clé. Ici, je définis un identificateur qui est le nom, l'argument.
et une expression qui est le corps de la fonction. Vous voyez que fun end, hein, un mot-clé du truc et à la fin un end. Ça c'est une fonction et qu'on peut appeler une fonction. Hein? On voit le résultat là, 12 361. Voilà. Donc fun définit qu'on est en train de faire une fonction. Après on est dans tête, c'est avec des alpades, comme si c'était une appel. Et SQR c'est un identificateur qui fait référence à une variable qui serait liée à la fonction. Ok, pour les exemples qui viennent maintenant, on va faire des nombres. Donc je dois vous expliquer qu'il y a deux types de nombres en OS. Il y a des nombres exacts et il y a des nombres approximatifs. Un nombre exact n'a aucune erreur. Et il est parfaitement précis et exact. Et en OS sont des entiers. Donc les entiers en OS n'ont pas de limite de précision. Hein, c'est des nombres exacts. Par contre, le nombre approximatif, c'est ce qu'on appelle le nombre en virgule flottante, floating point. C'est une approximation à un nombre réel. Un nombre réel a une précision infinie. C'est relativement difficile à stocker ça dans un ordinateur. Donc, on fait une approximation. Et ici, on a des approximations classiques. 64 bits, c'est environ 15 chiffres. Hein? En OS c'est un langage avec une sémantique très rigoureuse. Donc il n'y a jamais de conversion automatique entre les deux types de nombres. C'est exact, on est dans le monde exact ou on est dans le monde approximatif. Si on veut une conversion, il faut soi-même appeler la fonction, les fonctions qui s'appellent int to float ou float to int. Hein? Le principe de la conception, hein, très important, si vous allez faire des systèmes, ne jamais mélanger des concepts incompatibles. Quand on est dans le monde approximatif, eh bien, les résultats seront approximatifs. Il y aura une erreur. Quand on est dans le monde exact, il n'y a jamais d'erreur. Zéro, l'erreur est zéro. Donc, il faut bien séparer ces deux mondes. Je vais juste peux dire parce que là, on va être dans le monde exact pour l'instant. On va être avec des entiers. Je vais faire une petite fonction. Sum digits 3. Ça calcule la somme des chiffres d'un entier positif de 3 chiffres. Et on voit ici une grande expression avec des modes et des divs. Eh bien, c'est juste pour vous indiquer comment on fait les fonctions entières. Modes et divs sont des fonctions sur des entiers, donc exactes. Hein? Ici, on n'utilise pas. Div est une division entière, donc exacte. Le slash A, ici, est une division flottante et donc approximative. Le plus marche pour les deux. Donc, si on fait la somme de deux entiers, le résultat est un entier. Si on fait la somme de deux flottants, le résultat est un flottant. Sinon, il faut faire des conversions. Et je vais faire ça maintenant. Je fais maintenant sum digits 6. Ça fait la somme des chiffres d'un nombre un entier à 6 chiffres. Et je fais sum digit 6 va appeler sum digit 3 deux fois. Et je vous montre ça parce que c'est un exemple de la composition d'une fonction. On peut définir une fonction en appelant d'autres fonctions. C'est assez logique. Mais c'est un concept clé, super important, parce que quand on fait des très grands systèmes, on va avoir un énorme nombre de couches. Ok? Mais je vais donc vous faire, avant d'écrire, je vais aussi vous faire du code, mais ça viendra ici, le code que je vais écrire. Maintenant, je veux faire
une fonction qui fait la somme d'un entier positif, un nombre arbitraire de chiffres. Alors, on va utiliser la récursion. C'est une composition où la fonction va s'appeler elle-même. C'est un genre de boucle, en fait. Ici, on a somme digits R pour récursif de n. N mod 10, c'est le chiffre du bas. Et on l'appelle récursivement avec n div 10, c'est le nombre où on a enlevé le chiffre du bas. Donc cette fonction s'appelle avec une fonction plus petite. Et bien sûr, c'est une définition buggée. Et vous avez tout de suite vu le bug, non? Quel est le bug là? Même si vous n'avez pas encore fait beaucoup de code OS, vous devez reconnaître qu'il y a un petit problème avec cette définition. Oui? Il n'y a pas de cas de base pour la Pardon? Il n'y a pas de cas de base pour... Il n'y a pas de cas de base. C'est excellent, très bien. Je suppose que tout le monde connaît la réponse, et pas que lui. Hein? Ok. Et donc, il faut un cas de base. Et donc, je vais vous introduire une nouvelle opération qui s'appelle if, le conditionnel. If, qui va prendre deux expressions. If n égale 0, then 0, else, et on fait l'appel récursif. Ici, ça donne le cas de base. Et maintenant, je vais écrire ça. Non, je suis sérieux. Il y a un bouton pour travailler. Je crois plus c'était quoi. Mais regarde, je search. Je te jure, tu peux le faire. Si tu as raté l'examen, c'est ça. If n égale. Pourquoi égale? Eh bien, c'est un peu la même raison que C, parce que l'égal simple est une affectation. Donc la comparaison booléenne est et ça c'est le dernier chiffre plus je pense que c'est bon, je vais vous rappeler ça. C'est clair. Il y a combien de 1 là? Bon, il y en a 30. Hein? Donc ça c'est un exemple d'une fonction récursive. Donc la fonction récursive est très importante en programmation fonctionnelle. On va diviser un problème complexe en un problème simple. Diviser et conquérir, hein? Il y a un certain Jules César qui connaissait très bien cette tactique aussi. Eh bien, on a maintenant, je vais prendre un peu de recul. Ça y est, on peut faire de la programmation fonctionnelle. On n'a besoin de rien d'autre. On a les nombres, les fonctions et le conditionnel. On peut faire tout avec ça. On a donc déjà un langage qui est, on appelle ça Turing Complete. Ça veut dire qu'on peut, avec ce langage, on peut programmer tout ce qu'on peut programmer avec n'importe quel ordinateur, même un ordinateur quantique. Pas à la même vitesse. Ça, c'est bien, non? On n'a pas besoin d'autre chose. Alors, on peut l'étendre. We can extend it avec des concepts et des techniques. On peut utiliser des techniques. On va voir ça. Programmation invariante, programmation symbolique.
programmation higher order, abstraction de données, programmation concurrente. Pourquoi on a besoin de tout ça? Pourquoi on doit ajouter de la concurrence? Notre langage est déjà Turing complet. Il y a quand même une raison. C'est pas parce que le langage est Turing complet qu'il est facile à utiliser. Hein? D'ailleurs, la machine de Turing est Turing complet, mais vachement chiant si on veut vraiment faire un programme. Je ne sais pas si vous avez jamais essayé de programmer une machine de Turing. C'est une sorte de bande où avec des trous, on peut lire et écrire et faire déplacer la bande infinie. C'est pas très agréable. Et donc, malgré le fait que ce soit Turing complet, hein, tous les paradigmes sont Turing complets, on va quand même ajouter des concepts. Et autre point, c'est un langage très simple. Il y a des nombres, des fonctions et les conditionnels. On peut déjà tout faire avec ça. Mais la question pour un mathématicien, est-ce qu'il existe un langage encore plus petit qui est Turing complet? Eh bien oui, le plus petit langage qui est Turing complet s'appelle le nombre de calcul. Dans le nombre de calcul, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a que des fonctions, il n'y a rien d'autre, que des fonctions. Et si on n'a que des fonctions, on peut déjà tout faire. Et ça, c'est un résultat remarquable. Et on peut bâtir là-dessus. Le concept de fonction, c'est vraiment un concept qui est à la base. Hein? Le nombre de calcul est basé sur la fonction, mais toutes les abstractions de données, objets, classes, etc., on peut les exprimer avec des fonctions. Tous les langages de programmation, et je le mets ici en mauve parce que c'est un résultat remarquable et très important, tous les langages, sans exception, sont basés sur le nombre de calcul, à partir de 1965. Avant 1965, on n'avait pas compris qu'on pouvait utiliser le nombre de calcul, et les langages étaient assez bizarres. Il y avait Fortran et Lisp principalement, et ils avaient des tas de problèmes, ce langage-là ne marchait pas bien, jusqu'au moment où on les a construits autour du nombre de calcul. Tous les langages qui sont raisonnables, qui marchent bien, sont basés sur le nombre de calcul, sans exception. Et donc, quand on apprend un nouveau langage, on peut comprendre qu'il est basé sur le nombre de calcul. Et vous allez voir ça, et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre ça, et c'est même pas très compliqué. Okay? Je pense que c'est en 5e semaine, je vais parler un peu plus du nombre de calcul. Ok. Ça, si vous êtes matheux, il y a une énorme théorie autour du nombre de calcul. Les théoriciens de l'informatique, c'est un genre de mathématicien. Hein? C'est une sorte de tribu très un peu comme les physiciens théoriques, parfois très difficile à comprendre, mais quelquefois ils ont des très bonnes idées, et le nombre de calcul est le début de ça. Ok? Donc on va parler un peu du nombre de calcul. Et si vous êtes un peu théoricien dans l'âme, il y a plein de choses à creuser là qui sont très intéressantes. Mais pour les autres, on va utiliser le nombre de calcul comme une brique de base extrêmement stable et extrêmement puissante. C'est tellement puissant qu'on peut dire que toute l'infrastructure informatique qui existe dans le monde, et il y en a pas mal, hein, sans le nombre de calcul, ça serait écrasé parce qu'on ne pouvait pas faire des abstractions de données sans le nombre de calcul. Et donc, on ne pouvait pas gérer des grands programmes et ça ne pourrait pas marcher. Donc ça, c'est très important. Mais pour l'instant, je vous laisse un peu dans le suspense. On va voir ça dans quelques semaines.
Ce que je vais finir avec un truc aujourd'hui. Ça s'appelle programmation par invariant. C'est un mot un peu abscon, mais en fait l'idée est très simple. On veut faire des boucles. Une boucle, c'est une partie du programme qui se répète jusqu'à ce qu'une certaine condition soit vraie, soit satisfaite. Hein? Donc une boucle, c'est une technique fondamentale. Parce que c'est avec une boucle qu'un tout petit programme peut faire un énorme travail. Hein? C'est une sorte de multiplicateur, une boucle-là. Et donc, les boucles sont très importantes. Et donc, il est très important de savoir écrire des boucles. Vous avez peut-être déjà vu ça, comment faire des boucles avec des invariants. Est-ce que vous avez vu ça en Q1? Oui, non, un peu? C'est bien. C'est très bien parce que, comme ça, vous allez très bien comprendre très vite comment ça marche. Hein? Parce qu'une vraie boucle, une boucle un peu compliquée, est très difficile à vraiment faire qu'il soit vraiment juste. Surtout, il y a des petits cas de bord. Si vous avez déjà essayé de faire une boucle avec des listes enchaînées ou des arborescences, surtout dans un langage comme Java, c'est vachement difficile en fait. Et la programmation par invariant a le grand mérite de rendre les boucles simples. Et l'autre avantage, c'est que ça marche pour tous les paradigmes. Ce que je vais vous montrer ici, en fonctionnel, c'est la même chose est vraie pour tous les paradigmes. Ça marche pour tous. Et en fait, c'est très simple. Chaque boucle a une formule mathématique qui s'appelle un invariant. C'est une relation entre les arguments de la fonction qui est toujours vraie au début de chaque itération. Je vais, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais changer un petit peu l'autre. Je retournerai la semaine prochaine parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous donner l'idée de base. On veut faire une fonction factorielle. Exemple très simple. Comment on fait par programmation par invariant? Donc, on veut calculer n factoriel. Et n, c'est une constante, c'est le paramètre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ouais, on va couper le travail en deux parties. On dit n factoriel égale i factoriel fois a. Ok? Donc, on fait comme ça. Je vais écrire, juste pour vous donner une idée. N est une constante, hein, et on veut calculer sa factorielle. Bah, on peut le faire comme ceci. On coupe, et maintenant, on utilise une technique que j'appelle la technique du vase communicant. On a deux paramètres, I et A. I va être un paramètre qui baisse, et A va être le paramètre qui augmente. Okay? On commence par dire I, ça c'est N, et A c'est 1. Donc la formule est correcte, hein? N factoriel égale N factoriel fois 1. Maintenant, on va faire baisser ça, et on va faire augmenter l'autre. Mais, la formule reste correcte. Ici, je mets N-1 factoriel, par exemple. Comment je dois faire pour que la formule reste correcte? Bon, j'ai sorti un N. Hein? N factoriel égale N fois N-1 factoriel. Bah, je suis allé de N à N-1. Donc, il y a N qui est sorti. Donc, je dois mettre le N ici. Et je continue. Je fais N-2. Et ici, j'ai N fois N-1. Et ici, c'est un nombre. Hein, et quand celui-là descend jusqu'à 0, le résultat, ici, c'est N factoriel. Et ça, cette approche, on peut le traduire directement en un programme. Hein. Si je veux faire 10 factoriel, par exemple, 10 factoriel égale 10 factoriel fois 1, c'est donc 9 factoriel fois 10, c'est 8 factoriel fois
on entre, 7 factoriel fois 630, et on continue. Et à chaque fois, il y a un paramètre qui baisse et un autre qui augmente. Et si on fait ça, on peut donc écrire un programme qui fait ça très facilement. Le voici. I et A sont des arguments. Vous voyez l'appel récursif, on a I moins 1. Et pour que l'invariant reste vrai, là il faut mettre I fois A. Et quand I devient 0, le résultat c'est A. Vous voyez, ça c'est le système de vase communicant. C'est très simple. C'est la meilleure façon de faire des boucles dans un langage fonctionnel et dans tous les langages. Parce que ça correspond à une boucle while en fait. Là, je ne vous donne pas toute l'explication parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste l'intuition que je vous donne là. On peut définir factoriel d'une autre façon. Factoriel n, c'est n fois factoriel n moins 1. Cette définition est très simple, n'est-ce pas? Ben, en fait, elle est très mauvaise. C'est curieux, hein? Et l'autre définition ici est bien meilleure, et en fait, c'est la bonne. Et cette définition-là correspond à une boucle while dans un langage comme Java. C'est exactement une boucle while. Ok? Je ne pense pas que j'ai beaucoup de temps pour dire plus aujourd'hui. Ok. Donc je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on va terminer la programmation Python, mais on va commencer la programmation symbolique et un petit peu de sémantique aussi.